Donc le but de la chaîne, comme c'est indiqué, c'est de faire un retour d'expérience sur tout ce que j'ai pu faire sur la maison. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo, on vient de loin. Étant donné que j'ai voulu faire un maximum de choses, donc c'est moi qui ai fait le terrassement, les chemins d'amener, les passages pour la grue mobile qui allait devoir intervenir sur la maison. Jouer avec une pelleteuse, franchement, c'est très marrant, je vous le conseille. Donc voilà, j'ai fait juste faire les murs, enfin j'ai fait faire juste les murs. J'ai fait la charpente, hein, c'est moi là-haut, tout ce qui est plaquiste, électricité, plomberie, chauffage, tout ça. Dès qu'il y a une partie de la maison qui était vivable, j'ai tout de suite commencé l'isolation thermique externe. La maison, elle avait été faite pour. Comme vous voyez, les fenêtres, elles sont à ras le mur extérieur par rapport au pont thermique et tout. Donc c'est un travail d'un an à peu près à coller ces plaques, à faire intégrer les volets, faire les caissons sur mesure ici parce que ça n'existe pas réellement sous la forme que je voulais pour éviter les ponts thermiques, faire des cales pour tenir les rails. Et au final, on arrive à ce genre de choses où effectivement on n'a pas de pont thermique, on a des habillages en alu pour ce qui reste, c'est très bien. Même si on ne consomme pas beaucoup de bois, parce qu'on a une chaudière au bois avec 2000 litres de réserve de chauffage, eh ben, je voulais en consommer encore moins, donc j'ai installé des panneaux solaires thermiques qui permettent de chauffer de l'eau. Donc ça peut chauffer de l'eau avec des échangeurs, soit pour faire de l'eau chaude sanitaire, pour la douche, le lavabo, tout ça, soit faire du chauffage en hiver, parce que mine de rien, ça marche quand même en hiver, ça apporte toujours quelque chose. Et la chaleur est diffusée par des plafonds chauffants chez moi, parce que le plancher chauffant c'est très long, il y a une inertie. Or la maison elle est orientée un peu sud quand même avec des baies vitrées, donc on peut très vite gagner des degrés, il faut pouvoir couper le chauffage assez vite. Donc avec un plancher, il faut que tout le béton se perde la chaleur, donc il y en a pour des heures. Et avec un plancher, en fait, il faut juste que la chaleur arrête de traverser le BA13, donc c'est quelques minutes le ressenti. Donc je sais, hein, on me l'a déjà dit au moins 100 fois, la chaleur monte, oui, mais la chaleur rayonne surtout. Donc quand vous avez 60 cm de watts de cellulose au-dessus, eh ben, la chaleur elle rayonne par le dessus, ce qui fait que c'est très agréable. Le plus pénible dans l'histoire, c'est de visser votre BA13 à travers les plaques parce que si vous ouvrez, vous faites un trou dans un tuyau, ça fait une fuite. Après, il faut soit enlever la plaque de BA13, soit condamner la boucle en allant là-haut. Donc c'est pas, voilà, faut faire très attention. On en met aussi, enfin moi j'en ai mis en tout cas dans ma salle de bain en haut, ce qui fait que j'ai des murs chauffants, donc j'ai un accroche serviette, je mets ma serviette, la serviette est séchée pas immédiatement mais très rapidement. Et on a une cabine de douche fermée qui fait aussi, enfin qui fera hammam. Et du coup, la cabine de douche, elle a aussi des murs chauffants, ce qui fait que quand vous rentrez dans la cabine de douche, elle est minimum à 28 degrés parce que c'est la consigne de l'eau pour le chauffage chez moi. Donc voilà, on rentre dans une cabine de douche qui est toujours chaude. Ça fait forcément beaucoup de tuyaux. Comme vous voyez sur la droite, c'est tous les arrivées et des retours de tuyaux de chauffage. Et tous les tuyaux bleus, c'est les tuyaux, les allers et retours qui vont partir dans toutes les sections des différents plafonds. Sur la gauche, les gros tuyaux bleus et rouges, eux, c'est pour tout ce qui est VMC double flux. Donc une VMC qui va souffler de l'air déjà préchauffé dans les chambres et qui va aspirer l'air chaud qui est dans la salle de bain et les WC et qui va faire traverser ça. Ils vont se croiser à travers un échangeur à plaques et ça va permettre de transformer de l'air froid qui vient de dehors en de l'air qui a été réchauffé par celui qui l'a croisé. Tout ça, forcément, c'est pas fait pour vivre ensemble, forcément, entre les panneaux thermiques photovoltaïques, les réserves de chaud, les réserves d'eau chaude sanitaire. Il n'y a pas réellement d'appareils en fait qui permettent de gérer ça. Il y a des appareils qui gèrent des chaudières, des appareils qui gèrent du chauffage, mais tout ça en un seul point, ça n'existe pas. Donc il a fallu trouver quelque chose. Donc je suis parti sur des Arduino, c'est ces petites cartes de microcontrôleurs, hein. Donc au début, j'avais juste fait un Arduino qui gérait l'eau chaude pour le chauffage. Et à la fin, à force d'intégrer des choses, il faut faire des bonnes plaques et ranger le plus possible bien ces câbles avec des codes couleurs et autres parce que vous arrivez forcément à plusieurs vannes remotorisées, à une quinzaine de centres de température, à des relais qui vont allumer des lampes dans le garage tout bêtement, mais qui peuvent aussi allumer des vannes, allumer des circulateurs, lancer le chauffage de la piscine selon des scénarios, etc. etc. Tout ça, c'est relié à du JDOM parce que sinon, il faut rentrer faire refaire du code C++ et quand vous êtes à 5-6 000 lignes, voilà, je conçois que ma femme, elle a pas envie de faire ça. Donc maintenant, tout remonte dans la domotique, c'est accessible par smartphone, la domotique contrôle les Arduino renvoient les infos à la domotique. Et puis voilà. Ça a été une découverte au travail, c'est une caisse remplie de centaines de batteries de PC portables. Donc vous me direz que c'est du déchet, hein, parce que techniquement ça allait être brûlé, et puis en plus nous on allait payer pour du déchet E3E. Sauf que il n'y a pas de raison de jeter des trucs qui fonctionnent encore. Ça, c'est un peu mon leitmotiv aussi, le recyclage et tout ce qu'on peut faire avec ça. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec des batteries de PC portables? On peut se faire une batterie de maison.
Alors il en faut des bonnes quantités, hein. Là vous avez deux batteries, les deux premiers étages il y a 2000 cellules et l'étage qui est sur la droite qui est ouvert, il y en a 1600. Sachant que dans une batterie de PC portable vous avez 6 cellules, il faut l'ouvrir, il faut sortir les cellules, il faut arracher tout ce qui est fil, BMS et tout ça, il faut les tester. Une fois que vous avez testé, vous leur donnez un numéro, vous rentrez tout ça dans un fichier Excel parce que quand vous en aurez 2000, il faut prendre vos 2000 cellules et les regrouper en 14 banques qui ont une capacité identique. Donc la somme des cellules que vous aurez dans chaque banque doit revenir à peu près au même entre les banques. Donc ça prend énormément de temps. Forcément, là c'est des centaines d'heures. Ça, il faut bien sûr le relier aux panneaux solaires. Donc vous achetez des panneaux solaires photovoltaïques qui arrivent ici pour la sécurité, des chargeurs solaires, ici, et lui aussi il fait chargeur solaire. Donc ça c'est un onduleur hybride qui va envoyer vers la batterie aussi l'énergie solaire, mais qui va aussi la chercher, la prendre, la transformer pour l'envoyer dans la maison. Vous avez aussi l'arrivée électrique EDF qui arrive ici, comme ça lui peut switcher si la batterie est trop faible ou autre. Et en dessous, vous avez à peu près le même qui avait pris la foudre que j'ai réparé et qui lui permet de charger les voitures. Parce qu'on a 3 voitures électriques, deux depuis, on a eu des voitures électriques depuis 2013, on a 2 voitures électriques depuis 3 ans maintenant, on n'a plus de thermique depuis 4 et on a maintenant notre fille a aussi sa voiture électrique. Donc voilà, on a besoin d'énormément de puissance et d'énormément de quantité d'électricité pour faire rouler ces 3 voitures, donc il y a un onduleur dédié pour ça. Et du coup, vu qu'au boulot, il y avait encore ce Palox qui était plein, et que moi j'avais un rack qui était pas fini, et ben j'ai fini de le remplir de batteries. Donc là, il y a 3 batteries, il y a 6000 cellules, ça fait 57 kWh, ce qui fait qu'on peut tenir, si jamais il fait nuit, jour et nuit, on peut tenir 4-5 jours sans charger les voitures, bien évidemment, mais avec le lave-vaisselle, la plaque de cuisson, induction, le four et tout ça, les PC, la box internet et tout. Donc on a énormément de marge là-dessus, et même en hiver, on arrive à s'en sortir. Je fais des comptes rendus sur la chaîne, vous verrez, sur l'année 2024, on en a eu pour 300 euros d'énergie, électricité, chauffage, tout inclus. Donc voilà, très gros projet, j'ai mis plus de 2 ans pour faire ça parce que c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que il faut énormément de temps parce que il y a 6000 cellules, il y a 15 000 points de soudure, enfin voilà, c'est un gros taf. On a fait une piscine aussi à la sortie du Covid, mais moi je ne voulais pas, je voulais que ça chauffe déjà parce qu'on est frileux et puis que chez nous, si vous n'avez pas de chauffage, la piscine vous en servez juillet-août, donc c'est pas rentable. Je ne voulais pas d'échangeur parce que qui dit échangeur dit qu'il faut que la pompe de la piscine tourne. Donc une pompe de piscine c'est 700 à 1000 watts de base. Donc c'était hors de question avec la batterie qu'on fasse tourner une pompe toute la journée pour ça. Donc j'ai fait un plancher chauffant sous la piscine. C'est assez rare, j'ai pas trouvé de doc dessus, j'ai pas trouvé d'abac, comment faire ça, comment être sûr que ça tienne, comment être sûr qu'il n'y ait pas de déformation, que les tuyaux cassent là-dedans. Donc j'ai ferraillé le plancher de la piscine avec, là c'est du treillis soudé, mais c'est du 10-10, et puis c'est des brins de 4 mm, je crois. On est sur de la norme anti-sismique là carrément. Mais voilà, c'était pour protéger mes tuyaux de tout ce qui pouvait se passer, des déformations sur la longueur de la dalle et autres. Donc voilà, ça marche super bien. On a une eau qui est homogène au niveau de la température dès que c'est allumé, et avec ça, plus un abri au-dessus, même quand il fait pas chaud, du moment qu'il y a du soleil, quand les journées rallongent, comme là en ce moment, début avril, mi-avril, la piscine peut prendre 2-3 degrés dans la journée. Donc c'est très rentable, et le tout pour un circulateur qui va faire circuler l'eau et qui lui consomme 5 watts. Donc tout bénef. Donc là c'est le local de piscine qui est enterré parce que j'aime pas le bruit. Je préfère être au calme autour de la piscine, donc je l'ai enterré dans le bout de la piscine, et là on voit en bleu les tuyaux qui sortent, qui font les allers-retours sous la dalle de la piscine. Ça fait 3 ans que c'est en place, ça marche vraiment très très bien, il n'y a pas besoin d'entretien. Et voilà, il n'y a pas d'échangeur qui va claquer, de pompe qui va être foutu avant l'heure ou autre. Bien sûr, quand on a un bordel de la sorte avec tout plein d'équipements, il y a des fois ça crame. Ça a cramé une fois quand la foudre est tombée à moins de 15 mètres de la maison. Tout ce qui était sur un câble Ethernet a cramé. Là, c'est tout simplement un chargeur solaire qui a pris feu. Enfin, qui a pris feu, qui a cramé tout simplement. Donc là, le but, je l'ai remplacé déjà parce que j'en ai besoin avec les 3 voitures. Cela dit, celui-là, je l'ai pas acheté parce que j'ai commencé à le réparer. Là, on peut voir que quand on n'y connaît rien comme moi, c'est une puce noire qui a pris feu. Mais quand on la nettoie, on retrouve des références, on commence à se comprendre à quoi ça sert, comment le remplacer, ou l'acheter.
On l'achète et puis on nettoie le circuit électronique dessous pour voir s'il n'y a pas d'autres pièces qui ont été fusillées pendant le crash. Et puis bah, ça vous fait toujours un domaine de découverte. Comment chercher, comment trouver tout ça avec Internet, c'est franchement c'est pas si compliqué que ça au final. On arrive toujours à trouver la référence, à trouver à quoi ça sert, à nettoyer le tout, à trouver des infos, à demander de l'aide dans des forums ou autres. Bon, bien sûr, je viens pas de. Enfin voilà, moi j'ai toujours bricolé avec mon père étant jeune. Lui, il a des sacrées idées aussi. Sa maison est à étage, donc il s'est dit qu'avant d'être vu, il fallait qu'il se fasse un ascenseur pour profiter de sa maison et qu'on ne voulait pas en partir. Donc il s'est fait un ascenseur où on peut mettre un fauteuil roulant, mais aussi on peut monter le chariot de bois parce que la cheminée au premier. Donc eh ben, il s'est fait son ascenseur tout seul en cherchant bah, juste les matériaux et tout ça, comment faire. Lui, il savait déjà souder à l'arc, c'était pas un problème. Moi, j'ai fait toute la partie électronique. Vous avez une vidéo dessus, de toute façon, qui montre comment, avec des électroaimants, la porte en haut, par exemple, là, à ce moment-là, elle est bloquée pour pas que quelqu'un ouvre la porte et se casse la figure dans le vide. Donc, pour que ça soit un minimum sécurisé, avec des détecteurs de porte, des aimants de porte, les relais qui prennent tout ça en charge, et un Arduino dans l'ascenseur qui permet de gérer le moteur, les montées, les descentes et tout ça. Il avait jamais joué au billard, mais c'est pareil, vous avez une vidéo sur un billard parce qu'un jour il s'est dit qu'il allait se faire un billard. Donc il s'est fait une structure pareille en ferraille avec un habillage bois et dessous vous avez un granit rectifié au dixième pour que ça soit parfaitement plan et qu'il n'y ait pas de boule qui roule pas droit. Donc voilà, il n'y a pas. Quand on a un projet et envie de faire quelque chose, généralement on arrive toujours à y arriver. On peut demander de l'aide à droite à gauche, mais il est toujours possible de trouver des idées, de faire des choses qui changent un peu de l'ordinaire ou enfin voilà, quand on veut y passer un peu de temps, généralement voilà, tout du moins on arrive à avoir des ébauches d'idées, des pistes ou autres, et puis on finit toujours par y arriver.